Correction de l'exercice 2, mission Apollo 14. Donc c'est un exercice sur tout ce qui concerne les satellites, etc. Alors, on va pas refaire une lecture du sujet, on va regarder juste les valeurs qui nous sont données, même si le jour du bac, on prend le temps de bien lire tout le sujet. On nous donnait la vitesse, la célérité de la lumière, la constante gravitationnelle, la valeur du champ de pesanteur terrestre, petit g, sur Terre, et puis on nous donnait aussi la masse de la Terre et de la Lune, ainsi que leurs rayons. Alors, on commençait dans ce sujet par nous parler d'une expérience qu'on appelle laser Lune, qui a pour objectif la détermination précise de la distance Terre-Lune. Voilà, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est dit dans ce sujet, voilà. On essaie de déterminer cette distance-là. Donc on nous disait que le principe, alors c'est bien, c'est expliqué, le principe de la mesure est de déterminer la durée d'un aller-retour. Donc effectivement, si je mesure le temps que met la lumière pour faire un aller-retour, logiquement, connaissant la vitesse de la lumière, je vais pouvoir en déterminer la distance qui les sépare. Alors justement, on nous donnait aussi la valeur de cette distance, et on nous disait qu'on prévoyait un intervalle t, justement, de quelques secondes. En première question, on nous demandait de montrer que l'information donnée dans cette expérience concernant la durée t est correcte. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait concernant t? On nous disait que t était de quelques secondes. Donc, c'est ce qu'il fallait vérifier. Donc, on va calculer cette durée-là. Donc, en question 1.1, on va d'abord rappeler la relation entre la vitesse, la distance et la durée. Donc, d'une façon générale, v est égal à d sur t ou d. Donc, dans l'expérience, ce qui se propageait, c'était la lumière. Donc, on connaît la vitesse de la lumière. Et cette lumière, elle se propage pour réaliser quoi? Pour réaliser un aller-retour. D'ailleurs, c'était précisé ici. Donc, un aller-retour, c'est 2 fois cette distance-là. Donc, c'est ce qu'on va noter là. 2 fois d de la Terre à la Lune. Et ça va prendre une certaine durée qui était justement appelée grand T. On peut donc sortir le t. T est égal à 2 fois la distance divisé par c. En remplaçant par les valeurs, on obtenait que t est égal à 2,56 secondes. Donc dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous demandait? On nous demandait de vérifier que c'était correct par rapport à ce qui était mis dans le texte. Alors dans le texte, on prévoyait un intervalle t de quelques secondes. Alors effectivement, on a trouvé quelques secondes, donc on pourrait dire ce qui est conforme par rapport à l'énoncé. Ce qui est conforme à l'énoncé qui prévoit une durée t de quelques secondes. En question 1.2, on nous disait les incertitudes relatives sur d et t s'expriment selon une relation. Donc je rappelle que souvent les questions sur les incertitudes seront de toute façon avec des formules qui sont données. Donc là, on avait la relation et on nous explique que U de D et U de T, ce sont les incertitudes absolues. Donc il faut se rappeler que nous, en général, l'incertitude absolue, on l'a notée plutôt avec un delta. Il faut se rappeler, il faut bien regarder ce que ça représente. Et justement, on nous disait quel type d'horloge faut-il utiliser pour obtenir une distance D précise à 5 mm près. Donc, quel type d'horloge? Alors, il faut comprendre l'énoncé, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de chercher dans cette question. Donc, l'horloge, on a le choix entre 3 horloges. J'ai une horloge à quartz qui a une précision de 10 puissance moins 9 secondes, une horloge atomique au césium qui a une précision de 10 moins 16 et une optique de 10 puissance moins 18. Donc, en fait, il va falloir se poser la question de savoir, mais en fin de compte, moi, mon incertitude de temps, elle va être plutôt de quel ordre de grandeur? Plutôt 10 moins 9, 10 moins 16, 10 moins 18, pour pouvoir choisir laquelle des horloges on va devoir utiliser. Donc, dans cette relation, on va essayer de retrouver U de T. En sortant U de T, on écrit que U de T est égal à T fois U de D divisé par D. En remplaçant par les valeurs, donc on connaissait toutes les valeurs, T on l'avait calculé précédemment. On avait l'incertitude justement sur D, elle était donnée dans l'énoncé. On vous disait que on a une distance précise à 5 mm près. Donc ça veut bien dire que l'incertitude sur la distance, elle est de 5 mm. Et on la connaissait, cette distance, elle était donnée dans l'énoncé. Donc en remplaçant par les valeurs, on avait une incertitude sur la durée de 10 puissance moins 11.
Donc je vois que l'ordre de grandeur, c'est combien? C'est 10 puissance moins 11 secondes. Donc quelle horloge va-t-il falloir choisir? Est-ce qu'une horloge dont la précision est de 10 moins 9 sera assez précise pour un résultat à 10 moins 11? Non, ce ne sera pas assez précis. 10 moins 11, 10 moins 9 sera trop grand. 10 moins 16, oui, effectivement, ce sera assez précis. Et puis 10 moins 18, pareil, ce sera encore plus précis. Donc on avait le choix entre ces deux horloges-là. Il faut donc utiliser une horloge atomique au césium ou une horloge optique. Alors, quand même sur ces questions-là, sur les incertitudes, où souvent les élèves ont des difficultés, essayez de bien vous focaliser sur la grandeur que vous essayez de sortir, en fait. Toujours quand vous aurez un calcul d'incertitude, il y aura une inconnue, donc ce sera l'inconnu à sortir. Donc essayez de décrypter l'énoncé pour comprendre c'est quoi l'inconnu qu'on essaie de déterminer. Puis, si vraiment vous avez du mal à décrypter c'est quoi l'inconnu que vous essayez de sortir, allez-y en éliminant quelles sont les grandeurs que vous connaissiez. Donc vous aviez cette distance-là, T, vous veniez de la calculer juste avant. L'incertitude sur U, à partir du moment où on vous parle d'une incertitude de 5 mm, c'est une incertitude sur une distance, donc c'était sur celle-là. Donc forcément, celle qu'on cherchait à calculer, c'était celle-là. On passe à la partie avec le golfe lunaire. Donc d'abord, l'interaction gravitationnelle lunaire. On vous demandait de faire un schéma d'un objet de masse m et à une altitude h au voisinage de la Lune, en représentant un vecteur unitaire u orienté de l'objet vers le centre de la Lune et le vecteur f qui modélise l'interaction gravitationnelle. Et ensuite, il fallait donner l'expression de cette force-là. Alors ça, c'est vraiment une question classique, c'est une question d'exercice de niveau seconde. Donc là, je représente la Lune. C'est la Lune. Ensuite, mon objet. Donc la Lune, elle a une certaine masse Lune. Mon objet, il a une masse m. On va représenter un petit vecteur unitaire. Donc on va faire la droite qui va entre le centre de la Lune et le centre de mon objet. Mon vecteur unitaire, on va le faire ici en vert. C'est un petit vecteur, alors c'était précisé comment fallait le faire, mais en réalité on a l'habitude de le faire, donc c'est un vecteur orienté de l'objet jusqu'à la Lune, et puis il fallait aussi représenter la force de gravitation. Donc la force de gravitation, c'est une force que subit cet objet de la part de la Lune, donc cet objet il est attiré par la Lune, c'est une force qui va aller comme ceci. Ça, c'est ma force de gravitation qu'exerce la Lune sur l'objet. Alors, justement, il fallait donner l'expression de cette force. Donc, je rappelle, l'expression d'une force, donc la force, c'est un vecteur. Donc, je vais la représenter avec une flèche pour préciser que c'est un vecteur. Sa formule, c'est G, multiplié par la masse du premier corps et multiplié par la masse du deuxième corps, divisé par la distance qui les sépare. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des distances. Donc la distance qui sépare ici le centre de la Lune au centre du corps, c'est quoi? Alors ici j'ai une première distance. C'est quoi ça? C'est le rayon de la Lune. Et ensuite, entre la surface de la Lune et mon corps, j'ai une hauteur, une certaine altitude h. Bon, et là on va négliger par contre entre la surface de la Lune. Donc toujours, quand vous avez un objet qui a une altitude h, la distance qui les sépare, ça c'est toujours le rayon plus cette altitude. Donc c'est le piège pour lequel il faut faire attention, donc au carré. Et cette force-là, elle est orientée comment? Elle est orientée selon ce vecteur u, c'est pour ça qu'on ajoute le petit vecteur u. Donc dans la question suivante, on vous disait qu'on faisait l'hypothèse que le poids sur la Lune est égal à la force de gravitation, à la force d'interaction gravitationnelle. Et il fallait donner l'expression du petit gl de la Lune. Alors, donc c'est la question 2.2.1. On va déjà réécrire cette hypothèse. On nous dit que le poids, c'est quoi? C'est cette force dont on vient de donner l'expression précédemment. Mais on a l'habitude que le poids, c'est une force qui est égale à quoi? C'est égal à m fois le g. Et ici, c'est le poids sur la Lune, donc c'est le g de la Lune. Qui est égal à quoi? À notre expression de la force gravitationnelle, donc g fois la masse de la Lune fois la masse du corps divisé par RL plus h au carré, tout ça selon le vecteur u.
Et là, qu'est-ce qu'on constatait? On constatait que le petit m, il s'annule, et on a donc l'expression de GL qui est égale à G fois M divisé par RL plus H au carré selon le petit vecteur U. Alors, ces trois questions-là, c'est vraiment des questions classiques, c'est des questions de cours, c'est des questions de niveau de seconde qu'il faut impérativement savoir faire. Dans la question suivante, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous demandait de calculer la valeur du champ de pesanteur, cette fois à la surface de la Lune. Effectivement, on n'avait pas cette hauteur h, donc on vous le demande à la surface. C'est-à-dire que dans cette question-là, h est égal à combien? À 0. Donc quand on remplaçait par les valeurs, il fallait faire très attention par rapport à RL qui était donné en kilomètres. Je rappelle que ici, dans notre expression, la distance, elle est en mètres. Donc là, il fallait rajouter encore un 10 puissance 3. Pareil, c'est toujours le piège classique dans les exercices sur la gravitation. Et h, on l'a tout simplement remplacé par la valeur 0. On obtenait la valeur de 1,61. Donc on peut préciser l'unité, sachant que P égale à mg. On voit bien que l'unité de G, ce sera quoi? P sur M. Donc P, c'est comme une force, hein, c'est une force de toute façon. Donc son unité, c'est des newtons. Et une masse, c'est des kilogrammes. Donc newton, kilogramme moins 1. Sinon, on pouvait aller regarder l'unité de GT et puis voir que c'était des newtons, kilogramme moins 1. Dans la question suivante, justement, on vous demandait de comparer GL et GT. Donc G de L, on vient de calculer. GT était donné, 9,81. Donc qu'est-ce qu'on constatait? On constatait que effectivement GT est plus grand et plus grand. Alors quand on fait la division, hein, donc c'est toujours intéressant de faire une division quand on veut comparer deux grandeurs. Donc je prends le plus grand que je divise par le plus petit, GT divisé par GL, on trouve à peu près 6. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le G de la Terre est à peu près 6 fois plus grand que le G de la Lune. Ce qui explique la phrase de Shepard qui parle de faible gravité sur la Lune. Donc il y a plusieurs façons de s'y prendre. Soit on sait que ça, c'est l'expression du vecteur position. Donc à partir du vecteur position, on peut en déduire l'expression du vecteur vitesse. Donc je rappelle que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc on va la calculer. Donc la dérivée ici, ça va nous donner directement, donc c'est la dérivée par rapport au temps. Il va rester ce qui est devant, ici t, donc V0 cos alpha. Et puis ici, on aura moins 1 demi fois 2, donc ça va faire moins GL fois T plus V0 sinus alpha. Et on peut aussi en déduire l'expression du vecteur accélération qui est la dérivée de la vitesse. Donc ça nous donne x2' de t. Donc ici par contre c'est une constante. Et z de prime de t, ça va nous donner moins g. Et là, qu'est-ce qu'on constatait? On constatait qu'on retombait exactement sur quoi? On retombe sur les coordonnées du vecteur GL. Donc le GL, hein, c'est un vecteur, quand on regardait ici sur notre schéma, le GL, c'est un vecteur qui va attirer la balle qui est lancée avec une vitesse v vers le sol de la Lune. Donc le GL, il est comme ceci, GL. Donc ses coordonnées, selon x, c'est 0, et puis selon z, c'est moins GL. Donc qu'est-ce qu'on avait? A est égal à GL. Alors effectivement, quand on écrit la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette deuxième loi de Newton? Que la somme des forces est égale à MA. Donc en considérant que la seule force appliquée est le poids, donc M fois le GL, alors ça nous donnait M fois GL est égal à MA. Donc effectivement, les M vont se simplifier et on retombe B sur A est égal à GL. Donc c'est ce qu'on avait trouvé là, on a bien A qui est égal à GL. Donc l'hypothèse est... Donc répondre à cette question sans faire les dérivés mais en partant justement de l'hypothèse, c'est-à-dire de dire la somme des forces égale à MA et on utilise l'hypothèse que la seule force est le poids, donc mg égale à ma, et puis petit à petit remonter à cette expression-là, c'était bien, c'était aussi une autre façon de faire, hein. Donc soit on faisait dans ce sens, soit on faisait dans l'autre sens. Ensuite, dans la question suivante, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous parlait de la portée du coup, hein. Donc la portée du coup, hein, c'est là où notre balle elle va atterrir et la portée, ce sera la distance
à laquelle elle va atterrir